Bonjour à tous et bienvenue du coup dans ce webinaire sur la mobilité durable et la gestion de parking. Donc je me présente, moi je suis Manon et je suis responsable marketing chez Charvy. Et donc aujourd'hui on a réuni deux partenaires avec qui on travaille sur des problématiques de mobilité, que ça aille du trajet domicile-travail jusqu'au stationnement sur les parkings de certains de nos clients. Donc n'oubliez pas, si vous avez des questions, vous avez l'onglet chat et l'onglet questions qui sont faits pour. On y répondra en toute fin de webinaire. Et je vais passer la parole peut-être à Stéphane dans un premier temps pour qu'il puisse se présenter. Bonjour à tous, merci Manon. Effectivement, donc moi je suis Stéphane Seignerin, je suis le CEO et le fondateur de Charvy. Mais Charvy, en fait, c'est une entreprise qui développe des solutions pour les entreprises et les collectivités. On aide les clients au quotidien à favoriser la mobilité de leurs collaborateurs, favoriser l'accès au site à travers une application qui permet de gérer les stationnements de façon intelligente, dynamique, équitable, et également des réservations des postes de travail. Mais je pense qu'on va revenir sur ces problématiques-là. Joachim, peut-être, pour continuer. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis Joachim Rondodin, je suis en charge du développement de Caros, notamment sur la partie employeur. Caros, on est un opérateur de covoiturage, du covoiturage du quotidien, c'est-à-dire des covoiturages qui font une vingtaine de kilomètres en moyenne, qui sont vraiment du domicile vers le lieu de travail. Et on travaille notamment sur beaucoup de problématiques de parking pour des employeurs qui ont des problématiques d'accessibilité et pour lesquels le covoiturage peut être une solution. Et Guillaume. Merci Manon, bonjour à tous. Donc moi je suis Guillaume Dautichamp, je travaille chez The Plug en tant que responsable du tertiaire. Alors The Plug, en quelques mots, on est un opérateur de recharge. Donc notre mission, ça consiste à accompagner les entreprises et dans l'équipement de leur site en borne de recharge. Mais voilà, d'une manière plus générale, en fait, The Plug, on équipe également les parkings de copropriété et on accompagne les entreprises également dans l'installation de bornes au domicile de leurs collaborateurs, dans le cadre de la transition électrique et le passage sur les véhicules de fonction électrique. Super, merci beaucoup. Alors, pour en apprendre un petit peu plus du coup sur vous, on va vous proposer deux petits sondages. Donc, vous avez l'onglet juste en bas de votre écran. Donc, pour la première question, c'est combien de places compte le parking de votre entreprise? Et ensuite, pour un peu plus juger votre maturité et où vous en êtes en termes de mobilité durable, c'est pour savoir si vous avez déjà intégré certaines mobilités durables ou pas sur votre parking. Donc, n'hésitez pas à répondre. L'onglet se trouve juste en bas, à côté de l'onglet questions et chat. On voit que la majorité, pour l'instant, quand même, a déjà intégré les mobilités. OK. Ouais, on a quand même une majorité donc qui a déjà pris en compte toutes ces problématiques autour de la mobilité durable. Donc ça tombe bien, on est en plein cœur du sujet. Et donc du coup, pour peut-être un petit peu plus rentrer dans le cœur de ce sujet-là, dans les entreprises, on sait aujourd'hui, ça fait quelques années, on voit beaucoup de changements, beaucoup de bouleversements. Il y a beaucoup de nouvelles tendances qui sont en train d'émerger. Du coup, peut-être Stéphane, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur le contexte aujourd'hui dans les entreprises, notamment dans les enjeux de mobilité, de stationnement? Quelles sont les attentes des collaborateurs maintenant? Oui, effectivement. C'est vraiment des sujets en fait qui sont prégnants en fait et avec lesquels qui comptent beaucoup pour les entreprises. Nous en fait, ce qu'on constate, c'est évidemment il y a un fort développement du télétravail. Le télétravail en fait s'inscrit comme un élément durable en fait dans la façon de travailler des entreprises. Donc ça peut être 1 jour, 2 jours, les bonnes pratiques en fait se développent et ça impacte en fait assez fortement. D'une part, les demandes des collaborateurs, des nouveaux entrants aussi sur le marché du travail. On sait qu'il y a peut-être un quart des entreprises, un quart des salariés en fait qui se disent que dans le top 3 de leurs éléments importants pour les conditions de travail, c'est l'accès au parking. Est-ce qu'en fait ils vont pouvoir se déplacer ou pas? On sait aussi que les gens se déplacent pas tout le temps en voiture. Quand on parle de parking, ça peut être aussi y aller en 2 roues, ça peut aussi être faire du covoiturage. Très souvent en fait pour des problématiques de zones à faible émission ou bien
des problématiques aussi de responsabilité. Le collaborateur, en fait, lui veut aussi savoir comment il va se déplacer, puis se dire, est-ce que je peux pas finalement impacter un peu moins la planète, avoir des meilleures pratiques. Et les employeurs aussi, eux, sont très attachés à ça. On sait qu'en fait, toute la démarche en fait RSE, donc ou ESG comme on veut l'appeler, est très importante. Les entreprises cherchent en fait à avoir des bonnes pratiques, à se labelliser. Les personnes aussi veulent le faire sans greenwashing. Hein. Ils veulent vraiment que ce soit du concret, du réel. Et puis, avec cette transition, en fait, ces transformations qui sont en cours, on a de plus en plus aussi de véhicules électriques. Et les collaborateurs, en fait, se disent, moi, j'aimerais bien pouvoir recharger mon véhicule, que ce soit un véhicule personnel ou un véhicule d'entreprise ou hybride rechargeable. J'aimerais bien pouvoir le recharger en fait sur le parking de l'entreprise. On sait qu'il y a des enjeux aussi de taxation, des évolutions réglementaires qui vont arriver. Et tout ça en fait, ça crée plein de questions en fait pour le collaborateur lui-même, pour l'entreprise aussi, savoir qu'est-ce qu'elle peut mettre en place, quels sont les outils qu'on va mettre en place pour accompagner les transitions et puis aider les collaborateurs, répondre à leurs demandes. On sait que les collaborateurs, il y a 2 tiers en fait des collaborateurs qui sont prêts à renoncer à un emploi, à postuler pour une entreprise, si il n'y a pas une aide finalement pour prendre en compte tous les enjeux environnementaux. Et donc ça, c'est hyper fort dans les entreprises parce qu'on a cette problématique d'attractivité finalement du lieu de travail. Pourquoi est-ce que je vais au travail? Est-ce que je resterai pas chez moi finalement? Et si je veux retourner sur le lieu de travail, il faut que ce lieu de travail en fait soit attractif, et que mon entreprise en fait m'ait accompagné dans mes changements, donc aussi bien donc covoiturage, stationnement, mobilité douce, bonnes pratiques. Et c'est pour ça d'ailleurs, je remercie les partenaires qui sont là aujourd'hui, Caros et puis The Plug, parce qu'on travaille ensemble en fait pour les entreprises pour leur apporter des solutions concrètes. Voilà un petit peu le contexte dans lequel on se situe aujourd'hui de mon point de vue. Merci. Joachim, Guillaume, peut-être quelque chose à ajouter par rapport à vous, ce que vous voyez aussi chez vos clients au quotidien? Je me permets de commencer, Guillaume, je te laisserai compléter. Nous, ce qu'on constate du point de vue d'un opérateur de covoiturage, c'est une dynamique de la mobilité en entreprise qui a été bouleversée depuis le Covid. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. À la faveur du télétravail qui s'est mis en place dans une grosse partie des employeurs, notamment les employeurs de services, et qui a changé nos habitudes. Nous, on a constaté que, par exemple, le vendredi, on fait beaucoup moins de covoiturage qu'avant le Covid. Le mardi et le jeudi sont les jours où les gens viennent le plus au bureau. On constate également que même s'il y a quand même moins de jours où je me rends au travail, le Covid a favorisé un re-questionnement, on va dire, sur comment je me déplace, quand je me déplace, pourquoi je vais au travail, pourquoi je n'y vais pas. Et donc, en fait, paradoxalement, ça nous a aidé à pousser le covoiturage, puisque les gens avant se disaient, je vais au boulot tous les matins, c'est en bagnole. Maintenant, c'est, parfois je télétravaille, pourquoi je covoiturerai pas, c'est quoi mes horaires, etc. Donc, il y a eu 2 effets, à la fois un effet négatif sur le covoiturage et à la fois un effet positif. Voilà, premier vrai constat qu'on a eu. Et après, pour peut-être avancer sur les sujets de parking, on a énormément d'employeurs qui, eux, ne sont pas concernés par le télétravail. En covoiturage, on travaille avec des employeurs périurbains, on travaille avec des employeurs ruraux beaucoup, des employeurs qui sont en 2-8, des usines, des centres hospitaliers. Voilà, quand on est cariste, il n'y a pas de télétravail. Et donc, ils ont toujours les mêmes problématiques de parking, ils ont toujours les mêmes problématiques d'accessibilité et qui sont énormément renforcées à la faveur de la flambée des prix de l'essence. Donc, le sujet maintenant, c'est vraiment l'augmentation des prix du carburant qui fait que ça devient très, très compliqué pour un collaborateur de venir tout seul au boulot quand il fait 20, 30, 40 km aller, 40 km retour. Et ça génère un énorme boom du covoiturage en entreprise qui a des implications chez les employeurs, et j'y reviendrai, qui mettent en place beaucoup de solutions pour gérer leur parking. Du coup, juste pour compléter, donc nous, ce qu'on constate, c'est, j'allais dire, une évolution un petit peu paradoxale. Alors, pour reprendre ce que Stéphane disait, c'est évident que le développement du télétravail, même si pour beaucoup il reste encore partiel, ça a un impact important sur l'entreprise dans la gestion des coûts de bureau. C'est-à-dire que nous, ce qu'on voit, on intervient aujourd'hui dans beaucoup de grands immeubles
de bureaux et des parkings en métropole, c'est que forcément les entreprises, elles beaucoup réduisent un petit peu la voilure sur le bureau, puisque aujourd'hui, il y a en moyenne, il y a moins de salariés par jour. Donc ça veut dire que il y a moins besoin de bureaux. On voit qu'aujourd'hui, les bailleurs, il y a de plus en plus de vacances dans les immeubles de bureaux en location. Il y a beaucoup d'entreprises qui se contentent maintenant de louer leur bureau plutôt qu'aujourd'hui le modèle de l'entreprise qui possède son siège et qui est toute seule dedans, mono-occupante. Ça devient de plus en plus marginal au profit des modèles en multilocation, voire en coworking. Et paradoxalement, effectivement, Stéphane, tu le disais tout à l'heure, ce qui est important, c'est qu'on constate aussi une augmentation de l'exigence de niveau de service dans les parkings. Aujourd'hui, en fait, l'enjeu, c'est d'attirer, alors pour le bailleur, c'est d'attirer des occupants, mais pour l'entreprise, c'est de faire venir quand même ses collaborateurs au bureau, parce que pour beaucoup, le 100% télétravail n'est pas réalisable et peut-être même pas souhaitable. Donc, pour trouver un peu un équilibre, on constate que maintenant, il y a des propriétaires d'immeubles de bureaux, des promoteurs qui proposent des services, des accommodations qu'on n'aurait pas vues auparavant. Alors, les bandes de recharge, on en reviendra, c'est effectivement quelque chose maintenant c'est la première question que demandent les grosses entreprises qui ont des grosses flottes quand elles signent un bail tertiaire. Mais pour aller même plus loin, aujourd'hui, dans les parkings, les entreprises, on voit maintenant, il y a des auditoriums, des buvettes, des salles de sport, etc. Il faut vraiment faire du lieu de travail quelque chose d'attirant. Et pour le propriétaire, effectivement, il y a aussi une augmentation du niveau d'exigence dans la gestion de son parking. Alors, on peut effectivement penser à Charvy, les solutions d'optimisation du parking. Donc c'est un peu paradoxal parce que d'une part, on essaie de réduire la voilure, mais d'autre part, on est de plus en plus exigeant sur la qualité de son lieu de travail. C'est exact, totalement. Et du coup, donc si on devait peut-être un peu juste rappeler les grandes lignes, qu'est-ce que c'est vraiment la mobilité durable? Parce qu'on entend plein de choses et ça reste un sujet aussi très très vague. Joachim, peut-être, est-ce que tu peux nous donner une définition un petit peu et pour éclairer tout le monde sur ce que c'est vraiment ce concept de mobilité durable? Ouais, c'est un peu un mot valise, la mobilité durable. Donc, c'est une question à laquelle il est à la fois facile de répondre et à la fois c'est un peu une question piège. Nous, la façon dont on le voit les choses chez Caros, c'est que la mobilité durable, c'est toute mobilité qui n'est pas l'autosolisme. Donc en fait, aujourd'hui, on a un système qui est un système du tout voiture. On a un système où, pour ce qui est des déplacements domicile-travail, on a plus de 3 Français sur 4 qui vont au boulot en voiture tous les matins. Même sur les déplacements de moins de 5 km, ça reste majoritaire. Donc on est dans un système du tout voiture. Toutes les incitations en place sont faites pour que je sois tout seul dans ma voiture. On a des grosses autoroutes, on n'a pas de péage urbain, l'essence commence à monter, mais les prix de l'essence sont encadrés. Et donc, nous, chez Caros, on cherche à faire de la mobilité durable grâce au covoiturage, mais ça englobe énormément d'autres mobilités. Le vélo, à premier titre, la marche, le transport en commun, les trottinettes, la démobilité, on n'en parle pas beaucoup. On parle de mobilité durable et moi, je suis pas en faveur il faut arrêter de se déplacer. Mais en fait, le télétravail a aussi un super impact sur les déplacements, sur l'impact des déplacements de vos collaborateurs. Donc il faut pas oublier la démobilité qui, dans certains cas, peut être assez vertueuse. Il y a des entreprises qui proposent des relocalisations de sites, par exemple, et qui permettent de réduire considérablement votre impact carbone. Nous, on se charge plutôt de vos collaborateurs qui doivent aller au boulot en voiture, qui n'ont pas le choix, et on va essayer de les aider à réduire leur impact carbone. Super, merci. Je ne sais pas si Stéphane ou Guillaume, vous avez quelque chose à ajouter, mais c'est déjà très complet. Ouais, je trouve que c'est super complet. Et je pense qu'aussi, il faut le mettre dans le contexte de l'actualité. Moi, j'entendais encore ce matin là, que par rapport au climat, un des enjeux là, de la COP à Paris, c'était de dire on va limiter à 1,5 degré le réchauffement climatique. Et on sait que sur 2023, on s'en rapproche très fortement. Donc, on se pose aussi dans un contexte de décarbonation et de se dire est-ce que ma mobilité en fait peut être moins carbonée. Donc, il y a effectivement toutes ces mesures là. C'est une conception finalement de comment je vais me déplacer. Donc, avec comme dit Joachim, là, le covoiturage, super important, le vélo, et puis aussi donc la mobilité électrique, puisque forcément, on est décarboné au moins au sens des émissions locales. Donc après, avec les problématiques aussi, on sait bien est-ce que le véhicule électrique est complètement vert, mais c'est des choses là qui sont
là vraiment en place. Et cette mobilité durable, c'est ça, c'est concevoir en fait tout cet aspect déplacement dans le temps, du lundi au vendredi quand je travaille, et puis peut-être le week-end également. Et c'est le prolongement finalement de aussi la vie quotidienne personnelle du collaborateur. Je viens pas, le télétravail et tout. Donc c'est un peu ça, je pense. Hein. Carrément. Et du coup, donc, on le voit bien, la mobilité durable, ça reste quand même un sujet très très large qui englobe énormément de choses, mais c'est aussi un sujet qui est très encadré par le gouvernement. Il y a certaines réglementations qui sont mises en place pour les entreprises, certaines aides aussi. Guillaume, peut-être si tu veux commencer pour rappeler certaines réglementations, notamment sur les parkings d'entreprises par rapport aux bornes de recharge. Oui, tout à fait. Alors, sujet extrêmement important bon, pour nous évidemment, mais également pour les entreprises dans les bureaux. Aujourd'hui, en 2023, on est déjà plus dans la réglementation incitative. Ça, c'est fini en tout cas pour les bornes de recharge. Ça existait jusqu'à la fin de l'année dernière avec la fameuse subvention à devenir, en fait, qui était une prise en charge de l'État d'une partie du prix d'installation d'une borne. Et bon, logiquement, l'idée c'était de faire rentrer les entreprises dans le moule et ensuite de réduire petit à petit les doses jusqu'à faire disparaître l'aide. Donc en 2023, on est plutôt là dans une réglementation, j'allais dire, restrictive, c'est-à-dire que tout simplement, c'est des lois qui vont arriver, qui sont déjà en cours aujourd'hui, pour obliger le passage la transition de la flotte d'entreprises des véhicules thermiques vers les véhicules électriques. En 2 mots, il y a une loi qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la loi LOM, donc la loi d'orientation des mobilités. En fait, la loi LOM, elle a 2 aspects. Alors pour les flottes d'entreprises, là je vais parler aujourd'hui des entreprises qui ont plus de 100 véhicules en flotte, quand même un certain nombre d'entreprises concernées. Il faut savoir que cette loi LOM, en fait, elle impose les gestionnaires de flotte à renouveler une part croissante de leur parc en véhicules dits propres, donc hybrides ou électriques. Et donc là, on parle d'un pourcentage de renouvellement. Vous avez une flotte en leasing, chaque année, vous avez des fins de leasing. Et bien là, en 2023, 10% de ces renouvellements annuels doivent être obligatoirement un renouvellement sur un véhicule électrique ou hybride. Et la logique, on connaît un peu la logique du gouvernement, c'est comme le bonus-malus, ça va aller crescendo au fur et à mesure des années, puisqu'en 2024, ce pourcentage de renouvellement, il double, il passe à 20%. 2027, ce sera 40%, et 2030, 70% des renouvellements devront être en électrique. Donc à terme, la logique, c'est quoi? Tout simplement, c'est que tous les renouvellements soient, si on reste sur les orientations actuelles, des véhicules hybrides ou électriques. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point très important, c'est la loi LOM pour les acteurs de l'immobilier. Nous, chez The Plug, on est un peu à cheval entre le secteur automobile et le secteur immobilier, surtout dans le tertiaire. Et en fait, il faut savoir aujourd'hui que la loi LOM, en 2025, elle va obliger les bailleurs, les propriétaires d'immeubles, quels qu'ils soient, d'immeubles non résidentiels, donc des parkings de bureaux, à équiper leur site de borne de recharge. Et en fait, au 1er janvier 2025, il faut que tout le monde sache que 5% des places de parking d'un immeuble de bureau devront obligatoirement être équipées d'une borne. Là, je parle vraiment pas de pré-équipement, de passage de câble, mais d'équipement, d'installation d'une borne. Donc aujourd'hui, nous, les acteurs de l'immobilier, ils commencent à nous consulter parce que, 1, ils ont des demandes de leurs occupants pour avoir des bornes de recharge, mais 2, ils vont être obligés de se conformer à cette réglementation qui arrive maintenant dans 16 mois. Donc voilà, principalement, nous, la réglementation aujourd'hui, donc qui est contraignante, on ne va pas se le cacher. Après, évidemment, il y a d'autres réglementations plus incitatives qui peuvent pousser les entreprises ou les propriétaires à s'équiper. Alors, les bornes de recharge, c'est une partie de la question, évidemment. Mais on peut penser aux labels, aux certifications. Donc, les labels, les labellisations, c'est pour avoir des immeubles qui obtiennent un label plus vert, les certifications environnementales, etc. Donc, on est dans un contexte qui, en résumé, pousse, voire contraint énormément les gens à passer à l'électrique. Après, avec les avantages et les inconvénients que ça a, en toute objectivité. Merci. Et c'est vrai que du coup, côté covoiturage, c'est pareil, il y a pas mal notamment d'aides plus que de réglementation. Oui, pour le coup, sur le covoiturage, on a depuis 2019 et la loi d'orientation des mobilités, une vraie mobilisation des pouvoirs publics à tous les niveaux, que ce soit au niveau de l'État, mais aussi des collectivités territoriales, pour développer le covoiturage. Donc, il y a énormément d'aides pour mettre fin au système du tout-voiture que je vous ai décrit tout à l'heure. Et l'entreprise a son rôle à jouer. Il y a beaucoup d'incitations à prendre en compte. Pour le covoiturage, pour faire passer vos autosolistes en covoitureurs, il faut s'adresser aux passagers, il faut s'adresser aux conducteurs.
Donc, on a des incitations qui sont des incitations financières. C'est ce qui aujourd'hui fonctionne très bien. On a à la fois des collectivités qui peuvent payer et prendre en charge le trajet de vos collaborateurs sur des applications comme Caros. C'est ce qu'on fait à Lyon, c'est ce qu'on fait à Grenoble, c'est ce qu'on fait à Toulouse, en Île-de-France, par exemple. Donc, en fait, une partie du trajet de vos collaborateurs passagers, il va être pris en charge par la région. En tant qu'employeur, vous pouvez mettre en place du forfait mobilité durable. On pourra y revenir plus tard si vous le souhaitez, mais c'est un forfait mobilité durable qui est exonéré de charges, de la même manière que vous remboursez du transport en commun à vos collaborateurs qui viennent en transport en commun, et c'est super. Ceux qui n'ont pas la chance de pouvoir prendre le transport en commun parce qu'ils viennent de trop loin ou parce qu'ils sont dans des zones périurbaines rurales, vous pouvez subventionner leur mobilité durable et payer tout ou partie de leur covoiturage grâce à ce forfait mobilité durable exonéré de charges. Il y a l'État, donc vous voyez, il y a beaucoup d'incitations, qui a mis en place au 1er janvier une prime de 100 € pour les nouveaux covoitureurs conducteurs sur les plateformes. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'on peut mettre en avant dans vos entreprises pour aller motiver des conducteurs à prendre des passagers. Si en parallèle, on met une incitation financière pour le passager, pour le motiver à laisser sa voiture au garage, on arrive à des très très bons résultats de covoiturage en entreprise et on vient désengorger vos parkings. Donc ça, c'est pour les incitations financières, mais il ne faut pas s'arrêter là. Moi, ma conviction, c'est que si on touche que au sujet du pouvoir d'achat, qui certes est très important, on va s'arrêter à 5-10% de vos collaborateurs qui vont venir en covoiturage. Mais si on veut arriver à 20-30%, il faut toucher à plusieurs types de motivations. Et il y a des motivations de temps, des motivations de praticité, on va dire. Ça peut être des voies réservées pour le covoiturage. Donc là, ça ne concerne pas l'entreprise, mais ça peut être votre collectivité qui en a mis en place et c'est des choses qui se multiplient. Et pour vous, en tant qu'employeur, mettre en place des places de parking réservées est une incitation qui fonctionne très bien. Ça vous permet aussi d'économiser sur vos coûts de parking, on y reviendra. Mais on a une centaine de sites aujourd'hui en France, sur une trentaine d'employeurs, qui ont mis en place des places de parking réservées pour les covoitureurs pour leur donner un vrai avantage. Ça fait une très très bonne transition, je pense, pour passer la main à Stéphane sur un peu plus du coup, donc comment vraiment le parking d'entreprise peut se transformer pour accueillir donc ces nouvelles mobilités et finalement inciter aussi les collaborateurs, en plus de toutes ces aides financières et réglementations qui sont là actuellement. Oui, effectivement, c'est comme tu le dis, Joachim, c'est comment est-ce qu'on peut transformer le parking en fait? Pourquoi il se transforme? Simplement, déjà nous côté Charvy, en fait, c'est une application qui permet de gérer mieux le parking, le stationnement des collaborateurs. Et finalement, en fait, quand on commence à faire ça, déjà on rentre dans le digital aussi, donc ça fait que on est dans son canapé le dimanche soir, on fait une demande de place, on en obtient en fonction de plein de critères, en fonction de priorités qui sont mises en place par l'entreprise, qui peuvent être des priorités arbitraires, j'habite loin, j'ai de l'ancienneté ou autre, mais également en fait, comme dit Joachim, pour favoriser certaines pratiques. On va réserver par exemple sur le parking une zone pour le covoitureur. Tout le sens en fait de l'intégration, par exemple, qu'on a fait entre l'application Charvy et l'application Caros, c'est de faire en sorte qu'un collaborateur qui valide finalement son covoiturage dans Caros obtient automatiquement une place dans la zone covoiturage de son entreprise. Parce que si on prend sa voiture, qu'on commence à se déplacer, qu'on peut pas arriver sur son site, on galère à se stationner, c'est un vrai problème. Et donc en fait, ces incitations qui sont multiples, finalement, permettent aux collaborateurs de se dire, j'ai vraiment un avantage. Bon, déjà, c'est sympa, je peux discuter avec quelqu'un, je fais des économies de carburant, c'est un geste pour la planète, et en plus, je gagne du temps parce que je vais pouvoir me garer beaucoup plus simplement. Il y a une place qui est réservée à l'arrivée. Donc ça, c'est des trucs qui sont super bien. C'est des choses qu'on a développées avec des grands comptes comme Safran ou autres, donc sur différents sites, et qui aident vraiment le collaborateur à changer ses pratiques, à se dire, je vais inscrire ça au long terme, donc vraiment durablement dans mes pratiques. Et puis également, c'est favoriser aussi, comme on disait, donc si je prends un véhicule électrique, c'est pareil, on le fait passer avant les autres. Donc dans l'attribution finalement des places de parking, on va pouvoir favoriser ça, favoriser les deux roues et faire passer ça avant les autres. Et puis aussi dans la transformation, dans les principes RSE aussi, on a aussi l'équité entre les collaborateurs. Et dans les algorithmes, en fait, l'intérêt d'une application comme Charvy, c'est aussi de faire en sorte que la distribution finalement des places, elle se fait pas de façon hiérarchique, elle se fait pas en fait à l'ancienneté non plus, elle est vraiment faite dynamiquement en fonction des besoins et puis en respectant finalement un partage équitable entre les collaborateurs. Et ça, nous, dans les algorithmes, c'est directement intégré.
Donc, quand vous amenez ça, en fait, à vos collaborateurs, ça va les aider à se dire que finalement, en fait, ouais, on est dans un partage, on a de bonnes pratiques. Et puis, évidemment, en fait, il faut communiquer. Il faut communiquer parce qu'on ne peut pas faire de transformation si on ne fait pas de la promotion finalement de ces applications, si on ne met pas en place des incitations. Donc, faut rappeler en fait que ces programmes-là sont en place. Il faut aussi, nous, je sais qu'on a dans nos applis aussi, encore une fois, des mécanismes qui incitent en fait à partager. Donc, on a des petites jauges en fait avec une incitation au partage. Et ça, c'est assez apprécié des collaborateurs parce que il y a un petit côté gamification. C'est assez sympa de faire ça, quoi, finalement. Et puis, on peut le promouvoir aussi avec des challenges. On peut penser en fait à des défis qui sont mis en place. Je sais qu'il y a les défis type Ma Petite Planète. Nous, on l'avait fait en interne. C'est des choses qui marchent bien en entreprise, en fait, qui aident aussi à se dire, tiens, cette semaine, je fais du covoiturage. Cette semaine, voilà, je prends pas ma voiture ou je fais un 2 roues. Et donc, en fait, comme ça, on se dit, finalement, ouais, c'est pas mal. J'ai pris les transports, écoute, ça marchait pas mal. J'ai évité les bouchons, j'ai gagné du temps. Et en fait, on alimente finalement un changement progressif de ces pratiques. Et puis, évidemment, après, on ne change pas comme ça de voiture. Donc, on ne peut pas se dire, tiens, demain, je change de véhicule, je passe sur l'électrique. C'est quand même assez cher encore. Mais bon, comme on sait que si jamais on le fait, on va obtenir une place plus facilement, c'est quand même aussi des incitations, je pense, pour réussir à faire se transformer cette mobilité, l'animer et que les collaborateurs voient que c'est du concret, comme je disais au début, que c'est pas du greenwashing, c'est des vrais faits et on a des datas, des données pour montrer qu'on transforme le parking et finalement on rajoute des places parce qu'on a les indicateurs qui nous permettent de voir que il faut plus de bornes, il faut plus de places pour covoiturage. Et ça, en fait, on a toutes les datas pour le faire. Donc le gestionnaire lui-même aussi, il le voit, il le supervise et puis il a vraiment des métriques pour actionner ces changements. Je pense que ça, c'est vraiment comme ça aujourd'hui qu'on voit la mobilité se transformer dans les entreprises. Peut-être Guillaume, juste pour dire un petit mot sur la partie des services qui sont de plus en plus demandés du coup et qu'on voit de plus en plus dans les parkings. Oui, alors exactement, j'allais dire, est-ce qu'on a vu le parking se transformer? Oui, très vite. C'est-à-dire que aujourd'hui, moi, quand je suis arrivé chez The Plug, c'était encore des parkings à l'ancienne, une grosse entreprise avec sur chaque place, vous aviez la place d'immatriculation. Tu peux pas te garer sur cette place, c'est la place de Monsieur Dupont. Bon, ça, aujourd'hui, logiquement, toujours dans cette logique d'optimisation et de réduction de la voilure dont je parlais tout à l'heure, c'est quand même en train de disparaître. Aujourd'hui, on est sur des places partagées, du moins entre les collaborateurs d'une entreprise, voire parfois des places, on commence à avoir des parkings tertiaires avec des places vacantes, c'est-à-dire libre service pour toute personne de l'immeuble, quoi, tout salarié, quelle que soit son entreprise. Donc évidemment, logiquement, qu'est-ce que ça implique? Ça implique effectivement une exigence de service liée au parking. La borne de recharge, au départ, pareil, il y a 3 ans, vous aviez une borne de recharge, vous étiez fiers, quoi. On s'en rappelle, les premiers clients qui avaient des bornes de recharge, on était rappelés par d'autres locataires qui nous disaient comment ils ont fait, c'est par vous, comment je fais pour en avoir une. Aujourd'hui, la borne de recharge, c'est banal, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est la première question que va demander une grosse entreprise quand elle signe un bail. Donc ça veut dire quoi? C'est qu'en contrepartie, évidemment, les exigences de service sur la gestion des bornes, là c'est plutôt un peu notre deuxième casquette, parce que nous, c'est pas que l'installation qu'on fait, c'est évidemment aussi le clé en main et l'accompagnement sur le long terme de la gestion des bornes. Là, les occupants sont de plus en plus exigeants. Alors, on peut penser évidemment à des solutions typiquement de refacturation des recharges à certains collaborateurs. Aujourd'hui, quand vous êtes une entreprise, vous avez des collaborateurs avec des véhicules de fonction, vous avez des collaborateurs avec des véhicules personnels. Effectivement, la demande, elle est forte de faire bénéficier les collaborateurs qui ont un véhicule personnel et qui viennent au travail de la borne, de l'utilisation d'une borne, mais pour des raisons d'équité et bientôt davantage en nature, on ne peut pas payer l'électricité de ces collaborateurs-là. Comment on fait? Est-ce que l'opérateur de recharge type The Plug a une solution pour permettre que les collaborateurs personnels soient identifiés et puissent avoir, par exemple, un badge qui fait qu'ils sont refacturés de leur recharge directement, alors que les collaborateurs qui ont un véhicule de fonction, qui vont utiliser la même borne au cours de la journée, eux, ce sera payé en charge par l'entreprise parce que c'est du pro. Une exigence de service, ça peut être effectivement aussi d'avoir une application, un portail client pour gérer sa borne, quand est-ce qu'elle est disponible, j'ai chargé mon véhicule depuis combien de temps, où est-ce que j'en suis, quand est-ce que je dois redescendre. Ça, c'est indispensable, évidemment, pour pouvoir optimiser les places
Et du coup, pour l'entreprise, ça lui permet de louer moins de places si jamais il y a une optimisation là-dessus. Alors, je fais un focus évidemment sur la banque. Je sais qu'aujourd'hui, Stéphane, on est dans des parkings en commun et il y a énormément de services à tous les niveaux. Mais la transformation, c'est vraiment la contrepartie de cette transformation, c'est l'exigence servicielle de la part des occupants. Carrément. Et tout à l'heure, Joachim, pour la partie incitation des collaborateurs, tu parlais du forfait mobilité durable. Peut-être que tu veux en dire 2-3 mots supplémentaires. Je peux dire 2 mots sur le forfait mobilité durable et après je compléterai ce qui a été évoqué par Stéphane tout à l'heure sur les parkings. Le forfait mobilité durable, si vous voulez faire passer vos collaborateurs au covoiturage ou si vous voulez les accompagner sur leur budget de mobilité, c'est le meilleur outil aujourd'hui. Parce que c'est un outil d'incitation financière et si je suis autosoliste et qu'on me dit laisse ta voiture au garage et monte dans la voiture de Manon et que je dois payer 3 € par trajet aller, 3 € au trajet retour, je vais pas le faire. Si c'est pris en charge partiellement par mon employeur, je vais le faire. On a énormément de déploiements entreprises qui le montrent aujourd'hui. Les employeurs qui déploient ces incitations au trajet, ces forfaits mobilité durable, ont des résultats de covoiturage qui sont significativement meilleurs et ont bien sûr des places de parking, des parkings un petit peu moins engorgés. Pour revenir au sujet de comment le parking d'entreprise se transforme et comment inciter les collaborateurs à se tourner vers ces mobilités douces, nous, quand on déploie notre plateforme de gestion des places de parking, en fait, on va pas le proposer partout. Mais dès qu'on a un employeur qui nous dit j'ai un parking saturé ou c'est une problématique, comment ça va se passer ? Vous allez ouvrir votre application Caros, vous allez réserver un covoiturage pour aller sur votre site. On va détecter que vous êtes bien un employeur de Air Liquide, par exemple. Vous allez à destination du site d'Air Liquide qui est à tel endroit. On a paramétré les places de parking. On va vous proposer, est-ce que vous voulez réserver la place A2 qui est réservée au covoitureur ? Oui, je la réserve et je peux me rendre sur site. Donc l'objectif, c'est de montrer qu'il y a un avantage à être covoitureur. Et cet avantage, il passe pas uniquement par la réservation dans l'application ou dans la réservation via Charvy quand on a un partenariat, ce qui est le cas avec Safran, par exemple, à Toulouse. Il passe par la matérialisation du bénéfice de venir en covoiturage sur le parking. Donc concrètement, c'était évoqué par Guillaume, avant il y avait des places nominatives. Nous, on a des employeurs où il y avait des places réservées direction, places réservées du président, etc. Je ne sais pas si vous avez vu ça, c'est assez courant. Nous, la première reco qu'on fait, c'est fini la place réservée près de l'entrée pour la direction, mais c'est une place réservée pour les covoitureurs. Et c'est un symbole en fait. C'est-à-dire que maintenant, le parking, celui qui vient en covoiturage, c'est celui qui s'engage pour la planète, c'est celui qui donne l'exemple. Et donc, c'est à lui qu'on va donner la meilleure place. On a des employeurs qui ont des très, très gros parkings et pour qui, en fait, je peux gagner 1 à 2 minutes de marche le matin si je viens en covoiturage. C'est aussi une question de symbole, mais c'est important que la direction montre l'exemple et c'est quelque chose qu'on propose systématiquement pour les boîtes qui ont mis en place des places de parking réservées pour la direction. C'est de dire on montre l'exemple et on essaye de venir en covoiturage. Super, merci beaucoup. Et donc du coup, on le sait très bien, utiliser du coup les mobilités durables, ça a forcément des impacts bénéfiques pour l'environnement, pour la société, etc. Mais si on devait donner quelques bénéfices vraiment pour l'entreprise et pour le collaborateur, du coup, au-delà, on va dire, de cet aspect financier qu'on peut avoir via les aides, est-ce que vous pouvez nous donner quelques bénéfices vraiment concrets pour l'entreprise ? Oui, bien sûr. Tu veux que je commence peut-être ? En fait, je vais aller dans le même sens que Joachim. En fait, c'est clair que déjà, si on met en place en fait des solutions qui optimisent l'espace, on peut passer en fait d'une situation où le parking finalement est saturé, engorgé, et se dire finalement en fait on a de la place parce qu'en fait on a des gens qui sont en télétravail, qui sont pas là, et en fait on a une saturation finalement où on envoie des gens vers l'espace public, on les envoie à essayer de se garer un peu partout, alors qu'en vrai il reste de la place dans le sous-sol de l'entreprise, dans le parking privé de l'entreprise. Et en fait en mettant en place des solutions qui permettent d'optimiser, on arrive à ramener des gens sur site. C'est plus proche, comme dit Joachim. Finalement, avant, peut-être on me demandait d'aller me garer au parking public à l'autre bout de la rue. Et puis,
il y a énormément de projets, on le voit, nous on les accompagne, 50% de projets, ça va être des déménagements d'entreprise. On a un site qui est tout neuf, qui est magnifique, on regroupe des collaborateurs sur un même site, qui a été pensé, etc. Et puis, il y a un stress énorme, en fait, parce qu'on se dit, le parking est trop petit, parce qu'il y a eu des évolutions réglementaires, notamment le Grenelle de l'environnement, qui font qu'il y a moins de places de parking par rapport au nombre de mètres carrés de bureaux. Et donc, il y a un stress énorme. Et en fait, en répondant finalement avec une solution qui optimise, qu'est-ce qu'on va se rendre compte? Nous, on accompagne les clients tout le temps dans ces situations-là. Ils vont se rendre compte que finalement, il y a de la place, le partage, ça marche. Finalement, j'ai gagné 30% de place virtuellement par rapport à ce que je faisais avant. Je fais des économies parce que les places de parking public que je louais avant, j'en ai plus besoin ou j'ai besoin de moins de place. Et puis, si jamais il n'y a pas de place, je me déplace pas. Je prends pas mon véhicule. Je trouve une solution alternative. Je vais covoiturer avec celui qui a trouvé une place. Je vais prendre les transports. Je vais venir en 2 roues. Et donc, on évite aussi d'engorger un centre-ville, milieu urbain, en allant avec sa voiture, alors qu'en fait, c'est complet. Donc, ça, c'est des choses qui sont importantes. Les collectivités aussi sont sensibles à ça. Ça, c'est vraiment les bénéfices. Et il y a du coup, pour le collaborateur, forcément, on enlève du stress. En termes de qualité de vie au travail aussi, on y gagne. On a des collaborateurs qui se disent, bon, finalement, ça marche, je suis content. Donc, il y a un côté marque employeur aussi qui est meilleur parce que l'employeur a fait en sorte de mettre en place des outils pour favoriser tout ça. L'employeur s'y retrouve, on a dit, financièrement. Donc, pour lui, c'est intéressant. Ça, lui, le ROI de son coût de projet, il est immédiat et ça permet de financer ces aides, comme disait Joachim, là, sur ces forfaits aussi de mobilité durable. Donc, je dirais un peu tout le monde s'y retrouve. Et on va dans le sens de l'histoire avec ces critères de RSE parce que on va aussi favoriser les transformations sur la mobilité. Il y a quelques années, quand on discutait nous avec les services généraux, personne voulait switcher son véhicule d'entreprise vers un hybride ou un électrique parce qu'il pouvait pas recharger et que du coup on lui payait pas son électricité alors qu'avec sa carte gasoil on lui payait à la station. Alors donc là en fait, toutes ces solutions finalement font que voilà, on accompagne ce changement, donc le bénéfice, il est un peu à 360 degrés, je dirais, sur l'impact pour la planète, pour le collaborateur, pour l'employeur. Tout le monde y gagne en fait. Ouais, du coup, pour rebondir, alors, c'est tout à fait ça. Optimisation de budget, nous on le voit évidemment, je l'ai dit tout à l'heure, réduction des places si elles sont mieux utilisées. Par une augmentation du niveau de service, la satisfaction des employés, ça on le voit aussi. Ce qu'ils attendent, c'est que l'entreprise elle propose des choses. Ça rejoint un peu moi ce que j'avais dit tout à l'heure sur le fait que le lieu de travail devait devenir, j'allais dire pas une seconde maison pour ceux qui viennent, mais aujourd'hui la possibilité de faire plein de choses sur son lieu de travail. Effectivement, une application de covoiturage, une application pour réserver ses places de parking et potentiellement une place de parking avec une borne électrique. Je pense que la synergie entre ces deux services, ça fait qu'il y a une meilleure satisfaction des employés. Donc, qui dit meilleure satisfaction des employés dit, alors c'est un peu théorique, mais meilleure motivation au travail, meilleur bien-être dans l'entreprise. On peut penser à certains classements. Je me souviens du classement Great Place to Work. Ça peut. Si on propose ces services à service, ça peut largement contribuer. Et oui, c'est Stéphane, effectivement, le côté RSE est très important. J'en ai un peu parlé tout à l'heure, par rapport aux labellisations. Alors là, c'est encore sur les acteurs de l'immobilier, donc potentiellement vos bailleurs. Aujourd'hui, c'est très important pour eux d'obtenir ces labellisations parce qu'ils vont avoir forcément un volet vert et du coup les investissements dans ces sociétés seront facilités. Aujourd'hui, c'est un vrai critère, mais pour l'entreprise aussi, des certifications RSE à obtenir, il y en a beaucoup. Et ça fait aujourd'hui, c'est quand même un pilier majeur de la politique de développement. Donc moi, je vois tous ces services et potentiellement, on voit que quand même il peut y avoir des complémentarités, des synergies entre nous. Ça peut apporter d'une paire plusieurs coups. Je vais prendre 2 minutes également pour compléter. Nous, les bénéfices liés au covoiturage, ils vont bien au-delà des parkings. La plupart des employeurs qui viennent nous voir, de toute taille d'ailleurs, ils viennent nous voir pour des questions de RH, attractivité RH, site mal desservi, recrutement, marque employeur. C'est le sujet principal, pouvoir d'achat aussi. Ou des sujets RSE, je veux réduire mon bilan carbone et j'ai fait mon bilan carbone et je me rends compte que les déplacements de mes collaborateurs comptent pour une partie significative de ce bilan carbone-là. En revanche, les économies internes de places de parking, c'est des économies qui sont vraiment criantes, on va dire, et qui peuvent très vite coûter cher ou très vite être valorisées par l'employeur.
Donc, on a peut-être moins d'employeurs, on a peut-être un tiers de nos employeurs qui viennent nous voir pour ces questions de problématiques de parking-là. Mais quand on a Capgemini Engineering à Toulouse, c'est une trentaine de places de parking économisées. Ils avaient un parking saturé. Une trentaine de places, ça soulage en fait. Quand les autres alternatives, c'est aller prendre payer des passes dans les parcs publics ou autres, ou que la rue à côté est engorgée et que on a des problématiques, c'est embêtant. Daher, qui est un gros industriel avec qui on travaille à Saint-Nazaire notamment, c'est une cinquantaine de places économisées. La PHP, bon certes, sont très gros, c'est plus d'une centaine de places. Ils sont dans des sites souvent en zone très dense, en zone périurbaine, voire en zone centre-ville. Il n'y a pas de parking à l'assistance publique des hôpitaux de Paris, et ils sont venus nous voir aussi principalement pour ces questions-là. Donc le parking, ça peut être un vrai bénéfice pour l'employeur. C'est une incitation, on va dire, plutôt secondaire pour le collaborateur par rapport à la question du pouvoir d'achat, mais c'est non négligeable. Oui, et puis du coup, je suppose que ça se valorise en plusieurs milliers d'euros, toutes ces économies de place qu'ils ont plus besoin de louer, et surtout par rapport au coût des solutions derrière, ça reste toujours un bel avantage financier. Bah oui, je pense que je connais pas le coût d'une place de parking ou le coût d'un abonnement en parc public. Je pense que vous savez ça beaucoup mieux que moi. 2 000 euros par an, hein. 1500 à 2 000 euros par an par place. Voilà, Hein, oui, il suffit de quelques places de parking économisées, vous avez déjà remboursé. Donc, si vous avez une problématique critique comme ça, évidemment, c'est une évidence d'aller faire un projet de covoiturage qui va presque rien vous coûter et qui a énormément d'externalités positives. Si vous n'avez pas de problématique de saturation de parking, c'est un bénéfice annexe. Faut plutôt venir pour des raisons RSE ou attractivité RH. Complètement. Mais c'est le type de problématique, je sais aussi que chez Charvy, on rencontre. Donc je pense que ça parle à pas mal de monde, pas mal de monde ici. Merci beaucoup à tous les trois. Je sais pas si vous voulez dire un petit mot de la fin ou pas. Je pense qu'on a répondu à la question de savoir si aller mobilité durable et gestion de parking est un duo gagnant ou pas en entreprise. Si vous voulez dire un dernier petit mot peut-être avant qu'on passe à la session de questions-réponses. Oui, mais je veux bien, effectivement, je pense qu'on a couvert pas mal de sujets et c'est vrai que c'est des sujets qui sont hyper intéressants parce que ça concerne vraiment la vie du collaborateur dans son quotidien, donc ça lui transforme en fait un petit peu sa vie. On n'a pas parlé des problématiques européennes aussi, hein. Je sais que nous, on intervient aussi dans une quinzaine de pays en Europe et il y a des réglementations un peu locales aussi qui existent. Je pense au Luxembourg, je pense à la Suisse avec des problématiques de transfrontalier, de nombre de jours de télétravail qui sont autorisés, des problématiques de stationnement, de refacturation aussi interne, hein, donc il y a des éléments en fait que nous on sait prendre en compte aussi et qui ont des impacts aussi sur l'entreprise et qui permettent de répondre aussi à des obligations, hein, donc simplement de l'employeur. Donc ça c'est tout ce qu'on fait, donc faut pas hésiter à nous contacter pour pouvoir en parler. Et puis ouais, moi je suis ravi effectivement d'avoir pu échanger avec Joachim et Guillaume parce que ces problématiques là, elles sont omniprésentes. On a tout le temps besoin d'en discuter avec des grands employeurs, donc c'est des super sujets. Moi, je vais plutôt prendre les questions et j'ajouterai peut-être un petit mot de la fin s'il nous reste du temps tout à l'heure, avec plaisir. Je vais rajouter mon petit mot de la fin maintenant. Juste d'une manière générale, alors l'électrique, effectivement, on en parle beaucoup. Il y a beaucoup entre les différents acteurs de débat. Nous, ce qu'il faut voir, c'est qu'on se positionne vraiment comme un acteur pour faciliter quelque chose qui aujourd'hui, d'un point de vue réglementaire, on en revient encore, est obligatoire. Et vraiment, faut voir ça là-dessus. Bon, il y a effectivement tous les usages ne sont pas adaptés aux véhicules électriques, on est d'accord. Simplement, en bureau, il y a quand même, faut savoir un petit chiffre, hein, c'est qu'en moyenne, un collaborateur qui se rend à son parking, et toute France confondue, il roule environ 50 km par jour et il reste entre 6 et 8 heures par jour au bureau. Donc là, on peut quand même voir une fenêtre de tir assez favorable aux véhicules électriques. Et nous, l'idée, c'est vraiment plutôt l'apport de services pour répondre à cette obligation de transformation de la flotte et tenir compte effectivement à la fois des contraintes du site. On en a bien parlé, voilà, les contraintes, les obligations d'un propriétaire si vous êtes en location, le nombre limité de places, les conditions d'accès, et aussi également, amener une corde à l'arc de l'entreprise en plus, dans toujours cette logique servicielle, en plus des possibilités de covoiturage, etc., des applications de gestion. Il faut vraiment voir ça comme ça, plus que simplement un débat sur pour ou contre l'électrique. Super. Alors, du coup, Guillaume, on a une première question qui s'adresse plutôt à toi. Est-ce que c'est obligatoire d'avoir des bornes de recharge, même si aucun des collaborateurs, du coup, n'a de véhicule électrique?
Et est-ce qu'on risque quelque chose si on n'en a pas? Alors, au niveau de l'entreprise, normalement, si vous êtes le cas classique d'une entreprise en location qui loue ses bureaux, non. Clairement, il y a les obligations pour les flottes, que j'ai dit, de verdissement, mais aujourd'hui, ça concerne les sociétés qui ont plus de 100 véhicules en flotte. Les obligations, elles sont surtout au niveau de l'immeuble, c'est-à-dire souvent, alors du bailleur quand vous êtes en location. Si vous êtes propriétaire de votre site, effectivement, vous serez concerné par l'obligation d'avoir ces fameux 5% de places équipées au 1er janvier 2025. Donc, vous avez un immeuble qui fait 500 places, ça veut dire que c'est 25 bornes installées au 1er janvier 2025. Donc, si vous êtes propriétaire de votre site, là, effectivement, c'est une obligation, mais qui est plus une obligation d'ordre immobilier, pas liée à en tant qu'entreprise. Et aujourd'hui, la majorité des entreprises sont quand même font de la location. Donc, elles sont pas concernées par cette réglementation au niveau de l'équipement de leur place. Si elles n'ont pas de voiture électrique, pour l'instant, il n'y a pas de demande. Le propriétaire de l'immeuble, c'est autre chose. J'espère que ça a répondu à la question. Super, merci. Et on a une deuxième question qui est comment faire pour que tout le monde puisse se garer alors que mon parking est déjà saturé si on réserve du coup déjà certaines places pour des mobilités douces? Tu peux peut-être donner un tout petit bout de réponse. Après, Stéphane, je te laisserai compléter. En ce qui concerne le covoiturage, si votre parking il est saturé, à chaque fois que vous avez un collaborateur qui se met au covoiturage, vous allez libérer une place de parking. Donc, ça peut aller très vite. Si vous avez 10, 15, 20, 30 personnes qui se mettent au covoiturage de manière systématique ou 50 de manière une fois sur deux, ça va libérer très vite beaucoup de place. Et donc, vous allez libérer de la place. Et donc, l'objectif justement, c'est d'éviter cette saturation et de résoudre votre problématique de saturation grâce au covoiturage. Après, il y a d'autres problématiques de contrôle d'accès et de gestion. Et là, des outils comme Sharvie sont justement là pour vous aider, à mon sens. Ouais, effectivement. Et donc pour compléter, mais quand je reprends mon exemple de tout à l'heure, en fait, sur les déménagements où on a ces problématiques de parking en tension, en fait, nous, sur l'ensemble des collaborateurs, donc on a 50 000 personnes qui utilisent Sharvie au quotidien, on se rend compte qu'en fait, on a répondu positivement à 96% des demandes l'année dernière. Donc ça veut dire qu'en fait, en réalité, la perception, c'est qu'il n'y a pas de place, mais dans 96% des cas, en fait, nous, on arrive à trouver une place. Et en fait, toutes ces règles-là, elles sont implémentées dans le logiciel. Elles permettent de favoriser, garantir l'utilisation de la place. Si on n'est pas arrivé à temps, on va libérer la place. Si jamais les places, par exemple, pour véhicules électriques sont pas utilisées, on va pouvoir effectivement les utiliser aussi pour des véhicules thermiques, donc en dernier recours. Donc ça permet d'être très confortable aussi, et on peut faire la même chose sur les places de covoiturage. Donc réserver le pool de covoiturage, et puis à la dernière limite, ok, on va quand même remplir ces places-là. Donc tout ça, c'est des choses qui sont prises en compte dans les algorithmes, qui sont compliquées à gérer manuellement. En fait, c'est impossible, je dirais, manuellement, d'aller gérer tout ce dynamisme, le changement de dernière minute, le collaborateur qui vient pas. Et ça, en fait, plus on automatise la solution, plus en fait on aide à diminuer la saturation et faire en sorte que on va quand même réussir à répondre aux demandes. Et puis après, il y a évidemment des mécaniques qui sont, on sait aussi faire du débordement. Donc, dire, le parking là, il est complet. On a quand même prévu un pool de place dans du parking public. Donc, on envoie vers le parking public. Et ça, en fait, tout ça, c'est si on l'anticipe, si on met les bonnes règles en place, on se rend compte qu'on fluidifie un peu les relations, les gens sont beaucoup plus satisfaits, on enlève ce stress, et c'est vraiment une des façons de répondre à cette problématique de saturation où, encore une fois, le collaborateur se dit ouais, il n'y a jamais de place et tout. Si, il y a des places, mais il faut mettre en place tout un panel de solutions qui sont là pour répondre à ces problématiques-là. Super. Et on a quelques questions pour le coup sur plus l'utilisation et les fonctionnalités propres de Sharvie. Donc on va peut-être y répondre rapidement, mais on pourra en parler plus en détail si vous avez d'autres questions complémentaires. Il y a une première du coup qui est est-ce que la place électrique peut être libérée pour voitures thermiques s'il n'y a pas de réservation? Donc oui, effectivement, c'est ce que je disais, en fait, c'est ces mécanismes de débordement. On a finalement
favoriser donc le stationnement des véhicules électriques en première, donc c'est réservé pour eux. Et puis s'il reste de la place, donc nous on le voit sur des très gros occupants, hein, des bâtiments tout neufs qui sont suréquipés un petit peu en borne, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de clients. C'est typiquement chez Vinci à La Défense où on a quasiment 1000 places de parking et peut-être 200 places électriques. Donc là, il y a une vraie volonté de l'employeur de suréquiper. Mais on s'est rendu compte là sur un an, finalement, on a un doublement d'utilisation des places pour véhicules électriques. Mais il arrivait que par moment, en fait, il y a de la place et donc on peut déborder automatiquement par l'algorithme sur ces places-là. Oui, tout à fait, avec les véhicules thermiques. Super. Et on en a 3 autres. Du coup, donc avec Charvy, un employeur peut-il empêcher la réservation d'une place de parking après une certaine heure la veille du trajet, et aussi proposer ou imposer un créneau pendant lequel la place de parking est attribuée? Alors, on a des mécanismes effectivement de garantie en fait, hein, de place, faire en sorte que de garantie, c'est-à-dire que si on met en place du contrôle d'accès, on n'en a pas parlé, mais nous on peut contrôler l'accès de façon digitale, donc soit directement depuis le smartphone, donc on supprime des badges, on supprime aussi des télécommandes, donc c'est assez intéressant, et aussi par des caméras à reconnaissance de plaque d'immatriculation, donc on sait digitaliser l'ouverture du parking, donc ça il y a un côté un peu cool aussi pour le collaborateur. Et à partir de là, en fait, on sait qui est rentré dans le parking et on peut faire en sorte qu'il y ait des libérations automatisées de place. Donc on garantit le créneau, et puis si jamais on n'est pas arrivé à 10h le matin, ou je sais pas, une heure qui est réglable, on va pouvoir libérer. Ou bien en cours de journée, finalement, faire en sorte que les places qui ont été libérées, on a 1 heure pour aller se stationner, ou 1h30, ou quelque chose comme ça. Donc on peut avoir ça effectivement. Et l'objectif, en fait, c'est pas d'interdire les réservations, hein, c'est souvent de se permettre en fait les réservations même jusqu'en dernière minute. Mais on a plein d'options dans Charvy. C'est des choses qu'on discute avec le service client chez nous. Il y a toujours un accompagnement en amont pour réussir à mettre en place les bonnes règles et puis pouvoir les changer hein, s'il faut dans le temps pour savoir comment est-ce qu'on configure, comment est-ce qu'on règle le parking pour avoir des autorisations différentes, des priorités, ce genre de choses. Voilà, c'est complètement pris en compte dans nos solutions. Mais là, j'invite à l'échange avec nos collaborateurs parce qu'il y a beaucoup de paramètres et puis je pense qu'on va y perdre l'audience. C'est ça. Ça implique pas mal de détails et de discussions derrière. Et il y a une dernière question, mais finalement on y a un petit peu répondu déjà. Est-ce qu'il y a des intégrations existantes ou prévues avec les applications de covoiturage domicile-travail pour réserver une place de parking si on covoiture? Oui, bien sûr. Donc, effectivement, là, notre partenaire préféré, c'est évidemment Caros. Donc, on a des API, donc des intégrations possibles. Et donc, il faut utiliser ces applications-là. On pourrait le faire avec d'autres. On l'a pas encore fait aujourd'hui, mais on a tout qui est prêt pour. Souvent, en fait, l'employeur a aussi un rôle, c'est de nous aider aussi à travailler avec votre opérateur de mobilité douce quelque part pour mettre en place ces solutions-là. Mais c'est vrai que là, avec Caros, on peut aller hyper vite puisque l'intégration, elle est déjà faite, elle est testée, elle est éprouvée avec des grands comptes. Donc, c'est une façon simple de le mettre en place. Et on a plein d'intégrations, des intégrations avec le logiciel de SIRH pour intégrer la libération de place avec les congés, des choses comme ça, l'intégration vers du reporting, vers des solutions de sécurité pour l'authentification ou alors, comme je disais tout à l'heure, pour le contrôle d'accès. Donc, effectivement, on peut avoir un projet assez complet. On sait aussi maintenant, on commence à piloter les bornes de recharge depuis Charvy. Donc, vous avez réservé, vous appuyez sur un bouton, ça démarre la charge, vous voyez en temps réel où vous en êtes, et puis dès que c'est fini, vous pouvez stopper même la charge depuis Charvy. Donc ces intégrations-là, en fait, elles peuvent vous faire une solution assez complète, en fait, qui est assez appréciée des collaborateurs. Merci. Joachim, du coup, peut-être tu veux clôturer vu que tu voulais dire ton mot de la fin après les questions-réponses. Je l'ai pas préparé, mais non, pour compléter, nous, nos clients qui ont mis en place des installations des places de parking, ils en sont très satisfaits. Je reprends l'exemple de Safran qui travaille avec Charvy. Ça a été un vrai facteur de désengorgement du parking et ça avait été surtout une super incitation au covoiturage. Donc nous, au début, on était vraiment très centrés sur l'incitation financière. Mais ce type de motivation, dans certains cas spécifiques où il y a une problématique d'accessibilité ou d'engorgement du parking, c'est des solutions qui fonctionnent très bien. N'hésitez pas si vous souhaitez leur parler. On est toujours ravis de vous mettre en relation avec certains de nos clients qui ont mis en place du covoiturage pour voir comment ça fonctionne, quel retour sur investissement ils y voient. Idem sur le parking. Merci beaucoup à tous les trois. On a terminé, il me semble, cette
session de questions-réponses, on n'en a plus, en tout cas pour le moment. En tout cas, on reste à votre disposition si vous avez de nouvelles questions qui vous viennent. Guillaume, Joachim et Stéphane sont là. Vous pouvez les joindre sur LinkedIn ou directement sur les sites de Caros, de Plug et Charvy. De toute façon, vous allez recevoir tous donc le replay juste à la fin là de la session et on vous enverra aussi une fiche récap très rapidement avec toutes les infos essentielles qui auront pu être dites aujourd'hui, notamment voilà un peu les réglementations, quelques tips, etc. Donc voilà. Donc merci beaucoup d'avoir participé et on reste à votre disposition. À Merci bientôt. beaucoup. Merci au partenaire et puis merci le marketing pour l'organisation. Merci Charlie, l'équipe, pour l'organisation de ce webinaire. Puis merci aux participants. Avec plaisir. Merci à tous. Merci Manon. Au revoir. Au revoir.